C'est quoi l'embolie pulmonaire? C'est généralement dû à une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs. C'est-à-dire qu'on aura un embole qui va se former au niveau des veines se situant dans les jambes et qui va migrer dans le sang pour aller se loger au niveau des artères pulmonaires ou de ses branches, créant ainsi une obstruction brusque des artères pulmonaires. Les facteurs derrière la formation de la thrombose veineuse profonde sont en nombre de 3 regroupés dans la triade de Virchow, qui comprend la stase veineuse, une interruption du flux sanguin liée à une diminution de la mobilité suite à un alitement, un plâtre, une grossesse. Il faut chercher également la présence de varices veineuses. Le deuxième mécanisme étant les lésions vasculaires suite à une intervention chirurgicale type chirurgie orthopédique ou chirurgie du petit bassin. Un cathéter veineux peut être également l'origine de la lésion vasculaire, une sclérothérapie, terrain toxicomane. Et le troisième mécanisme étant l'hypercoagulabilité liée soit à un déficit en antithrombine 3, en protéines C et S, ou suite à un cancer ou une thrombophilie. Les conséquences de l'embolie pulmonaire sont d'ordre hémodynamique ou respiratoire. Pour les conséquences hémodynamiques, l'obstruction de l'artère pulmonaire ou de ses branches va être à l'origine d'une augmentation de la post-charge du ventricule droit. À ça, on aura une dilatation du ventricule droit avec une insuffisance tricuspide. L'élévation de la demande en oxygène et l'ischémie du ventricule droit va contribuer à une hypokinésie et du coup la diminution de la fraction d'éjection du ventricule droit. La dilatation du ventricule droit va entraîner également une déviation du septum interventriculaire et du coup une diminution du remplissage du ventricule gauche. Suite à ça, une diminution du débit cardiaque et logiquement une diminution de la tension artérielle et de la perfusion coronaire du ventricule droit, ce qui va mener à un choc cardiogénique et un décès. Suite à la baisse du débit cardiaque systémique et à la modification du rapport ventilation-perfusion, c'est-à-dire une hyperventilation du territoire perfusé, on aura comme conséquence une hypoxie et une hypocapnie, ce qui va aggraver l'état respiratoire. Le diagnostic positif doit être fait en urgence dans les 24 heures qui suivent l'apparition des signes et il faut chercher les facteurs de risque. Le patient va se présenter avec une dyspnée aiguë, une douleur thoracique en coup de poignard, une fièvre qui va faire suite à l'infarctus pulmonaire ou à la thrombose veineuse, une hémoptysie, une toux et un syncope secondaire à la diminution de perfusion vasculaire ou suite à un syndrome vagal réactionnel à la douleur. À l'examen physique, il est important de chercher une tachycardie, une tachypnée, des signes d'insuffisance cardiaque droite, type reflux hépatojugulaire, une hépatomégalie, insuffisance tricuspidienne, des signes de thrombose veineuse profonde avec une grosse jambe douloureuse, un œdème au niveau de la jambe, une inflammation, une cyanose et des signes de gravité tels que l'état de choc et la détresse respiratoire. Il y a également le score de Wells qui mesure la probabilité d'embolie pulmonaire et qui rassemble 7 critères. On doit chercher un antécédent de TVP, thrombose veineuse profonde ou d'embolie pulmonaire, un cancer, une chirurgie récente ou immobilisation, une hémoptysie, signe de thrombose veineuse profonde, un rythme cardiaque supérieur à 100 minutes et l'absence de diagnostic alternatif. La probabilité de diagnostic d'embolie pulmonaire sera forte si le patient a plus que 7 points, donc une prévalence de 67% d'avoir une embolie pulmonaire. Pour confirmer le diagnostic, il faut chercher à la biologie des D-dimères qui ont une valeur prédictive négative, c'est-à-dire si on trouve les D-dimères de quantité faible, c'est-à-dire inférieure à 500 unités, on va écarter l'embolie pulmonaire et chercher d'autres étiologies. Si les D-dimères sont avérés positifs, on fera l'angioscanner thoracique qui est l'examen de référence pour l'embolie pulmonaire. Il a une sensibilité et une spécificité près de 90%, mais il est plus efficace pour les atteintes lobaires, c'est-à-dire pour les emboles qui sont proximaux. On peut également faire une radiothorax pour exclure d'autres diagnostics différentiels type pneumonie, pneumothorax ou fracture de côte. On peut également faire l'ECG qui va montrer un cœur pulmonaire aigu avec un aspect S1, Q3 et des ondes négatives de V1 à V3 avec une déviation axiale droite et un bloc de branche droite. La gazométrie artérielle va montrer une hypoxie, une pression d'O2 qui est inférieure à 85 et une hypocapnie avec une pression de CO2 inférieure à 35.
L'échodoppler cardiaque peut être utile pour rechercher des signes de surcharge droite, un cœur pulmonaire aigu avec dilatation d'oreiller droit, du ventricule droit et de l'artère pulmonaire, une HTAP, hypertension artérielle pulmonaire. Elle permet également d'éliminer d'autres diagnostics différentiels tels que la tamponnade et l'insuffisance cardiaque globale. L'échodoppler veineux peut rechercher une thrombose veineuse profonde avec une veine incompressible et un caillot au niveau de la veine. Le diagnostic de gravité repose sur des paramètres cliniques et paracliniques. Pour les paramètres cliniques, la tension doit être inférieure à 90 et on se base sur le score de PESI, l'index de sévérité de l'embolie pulmonaire, qui comprend l'âge, un âge supérieur à 80 ans et plus en faveur d'un signe de gravité, le sexe masculin également, le cancer, la présence d'insuffisance cardiaque chronique, une maladie pulmonaire chronique, une fréquence cardiaque supérieure à 110, une tension artérielle systolique inférieure à 100, fréquence respiratoire supérieure à 30 respirations par minute, une température inférieure à 36, l'altération de l'état mental et une saturation en oxygène inférieure à 90. Pour les signes de gravité paraclinique, c'est surtout la dysfonction ventriculaire droite qui est mise en évidence par l'échocardiographie et les élévations des biomarqueurs du cœur, le BNP et la troponine. Le traitement se fait en urgence. Il faut hospitaliser le patient en unité de soins cardiaques et puis le mettre en condition, c'est-à-dire en position demi-assise avec oxygénothérapie et faire une voie veineuse et le monitoring en surveillant la tension artérielle, la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire et la saturation. Si hypotension artérielle, on va remplir le malade et optimiser des inotropes tels que la dobutamine et la noradrénaline. Le traitement curatif repose surtout sur l'héparinothérapie et aujourd'hui les héparines de bas poids moléculaire prennent une grande place dans le traitement. On peut également prescrire les antivitamines K qui sont au mieux prescrites dès le premier jour. Les anticoagulants oraux directs sont aussi efficaces que le traitement classique HBP-M et AVK, mais ils sont contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale sévère, en cas de grossesse ou d'allaitement. Thrombolytiques sont indiqués uniquement en cas d'embolie grave. L'interruption de la veine cave inférieure peut être faite en cas de contre-indication aux anticoagulants ou si récidive d'embolie pulmonaire prouvée sous traitement bien conduit. C'est un filtre qui va être mis en place au niveau de la veine cave et qui est permanent. Sinon, on a l'embolectomie chirurgicale qui repose sur la désobstruction vasculaire en urgence sous circulation extracorporelle. Elle est indiquée surtout en cas d'embolie pulmonaire proximale bilatérale en état de choc avec contre-indication à la thrombolyse ou résistance à la thrombolyse. Elle est indiquée également en cas d'état hémodynamique extrêmement sévère réfractaire au traitement symptomatique. Voilà, c'est tout pour l'embolie pulmonaire. J'espère que c'était intéressant et je vous revois dans une prochaine vidéo.